C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne croit rien de ce qui est dit, on ne croit personne, tout est à vérifier. Et ça, c'est ce qui est compliqué. Alors, forcément, on regarde plus les informations de la même manière, on regarde plus, ne serait-ce que les films de la même manière. Tous les soirs, le journaliste israélien Guy Zohar présente sur la télévision publique Cannes une émission, mais à Tzad Hasheni, de l'autre côté, qui veut mettre de l'ordre dans les informations et montrer les différences entre ce qui est présenté au public par les médias et la réalité. La recherche de la vérité, c'est aussi ce qui anime l'une des journalistes de cette émission, Emmanuel Elbaz-Phelps, que j'ai le plaisir de recevoir ce matin. Emmanuel, bonjour. Bonjour Mickaël. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Alors en deux mots, pour vous présenter, donc vous avez fait votre alia de France il y a une vingtaine d'années. Depuis plus de 10 ans, vous travaillez pour la télévision israélienne. Vous avez à votre crédit plusieurs enquêtes, notamment sur l'escroquerie du CO2, qui a été le sujet d'un film que vous avez co-réalisé. Et ma première question est de comprendre qu'est-ce qui vous a décidé de rejoindre cette émission de Guy Zohar, qui est assez connue des téléspectateurs et qui a un ton particulier et qui a fait bouger beaucoup dans la classe politique israélienne ces derniers mois. Alors, merci beaucoup pour l'invitation, Mickaël. C'était une décision un petit peu difficile parce que avant de travailler pour cette émission de l'autre côté avec Guy Zohar, je travaillais pour la chaîne d'information la 10 qui est devenue la 13 pendant de longues années. J'étais correspondante de sujets internationaux et je faisais des enquêtes du magazine, etc. Et donc, j'étais vraiment sur les plateaux en direct du matin au soir. J'avais une position, il faut dire la vérité, assez stable. Voilà. Un jour, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de télévision et pas énormément de journalisme, en fait. Parce que quand on doit donner les gros titres d'un événement qui s'est passé à l'autre bout du monde, et puis 5 minutes après parler d'un autre événement ou donner un profil d'un nouveau leader, on va très vite, mais on va pas réellement dans la profondeur du sujet. Donc j'avais besoin de faire ça un petit peu différemment. Et puis Guy Zohar m'a fait cette proposition. Je le connaissais évidemment de la chaîne 10. Et en fait, en Israël, c'est la première et pour l'instant seule émission qui fait ce qu'on appelle du fact-check, la vérification de faits, et puis qui fait de la critique aussi des médias et des informations en Israël. Donc, c'est vraiment un challenge à cette époque-là, il y a à peu près 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que je suis là-bas. L'émission existe depuis plus longtemps. Et le travail est complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 1 an et demi, jusqu'au moment où je les ai rejoints. Et donc, en fait, on passe nos journées à regarder, écouter, que ce soit les journaux d'information, les émissions d'actualité, mais surtout les politiques, à la Knesset, au Parlement, tout en étant constamment critique. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne croit rien de ce qui est dit, on ne croit personne, tout est à vérifier. Et ça, c'est ce qui est compliqué. Alors, forcément, on regarde plus les informations de la même manière, on regarde plus, ne serait-ce que les films de la même manière. Voilà, tout est sujet à questionnement, en fait. Alors, le fact-checking, vous l'avez dit, c'est un peu ce qui est à la mode en ce moment, c'est ce besoin de vérifier que les informations sont justes. Or, on le sait, les fake news sont diffusées pas seulement par les médias, mais par les politiciens, sur les réseaux sociaux. Quelle est votre principale cible ? Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est prioritaire, en fait ? Alors, les politiques, Je pense que c'est réellement notre gagne-pain, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un politique va parler à la Knesset ou dans une interview télé ou radio et dire exactement le contraire de ce qu'il a dit 2 semaines avant. On va vraiment faire en sorte de présenter les choses les unes face à face. Et puis, ça peut être aussi les débats politiques. Je vais vous donner un exemple d'un sujet que moi, j'ai 2 casquettes dans l'émission de Guy Zohar. J'écris des sujets. Je fais partie de ce qu'on appelle les scénaristes de l'émission, qui sont présentés par Guy Zohar, le présentateur. Et j'ai une rubrique à moi tous les 15 jours que je présente. Donc, dans les sujets qu'on écrit pour cette émission, par exemple, il y a quelques semaines, Naftali Bennett, le Premier ministre, dit à la Knesset, depuis que nous avons enlevé le chômage partiel, enfin l'équivalent, je ne sais pas exactement
ce qu'on dit en français, mais l'équivalent du chômage partiel. Depuis que nous avons enlevé cette mesure, arrêté de payer les gens qui étaient en chômage partiel. Le congé sans solde, le khalat, le congé sans solde. Voilà, c'est ça, le khalat, le congé sans solde. Donc une mesure spéciale pendant l'année de Covid où le congé sans solde en fait était payé comme un chômage. Donc depuis que nous avons arrêté ça, le chômage a baissé en Israël. Et Israël Katz, donc député du Likoud de l'opposition, ancien ministre de la Finance, est en face de lui et dit « Non, c'est faux, le chômage a monté. Non, il a baissé, non, il a monté. » J'ai tout simplement été vérifier si le chômage avait monté ou avait baissé. Spoiler, il a baissé un petit peu. Mais la façon en fait de vérifier, et c'est ça qui est intéressant dans cette émission, c'est le processus. Chacun utilise des chiffres différents, chacun se réfère à des dates différentes. Donc, on leur pose la question directement, sur quelles données vous basez-vous? Et puis, on part du principe que vraiment, tout et son contraire peut être dit. Et ça, alors ça, c'est le genre de sujet facile. C'est le genre de sujet où à la fin, il y a un chiffre. Hein. Et des fois, c'est très compliqué. Des fois, on ne sait pas exactement vérifier parce que les choses sont dites de façon un petit peu trop floue ou vague. Et on fait et puis des fois le défi est plus grand. Par exemple, je peux peut-être vous donner l'émission d'un sujet que nous avons écrit suite à un sujet fait par notre collègue Ayala Hassan sur la chaîne 13, une journaliste, donc qui présente les émissions le vendredi soir et qui a fait un sujet qui révèle un lien direct entre le numéro 15 du parti RAM, du parti arabe membre de la coalition, parti islamique membre de la coalition, du gouvernement. Donc, un lien entre cet homme-là et un lien entre un membre du Hamas à Gaza. Et entre les deux, une association qui reverse de l'argent à des enfants démunis à Gaza, officiellement. Donc, elle établit ce lien dans son sujet diffusé vendredi soir, il y a 15 jours, aux infos, dans son émission. Et puis ensuite, les membres de l'opposition ont repris le sujet, mais en faisant un raccourci, en disant RAM donne de l'argent au Hamas. Et l'argent de notre budget, l'argent que nos impôts payent, est de l'argent qui va à ce parti politique et ensuite est reversé au Hamas. Donc en fait, notre argent va au Hamas. Nos impôts sont reversés au Hamas. Ce qui est complètement, c'est vraiment tirer sur la corde et faire des tours dans tous les sens. C'est absolument pas ce qui est dit en fait, dans le sujet présenté aux 20h. Et là, notre travail, c'est un peu de montrer les étapes qui ont été parcourues pour arriver d'un point A à un point Z complètement à l'opposé. Nefarek, Venarkiv, comme dit Guy Zohar. Nefarek, Venarkiv, ouais. Déconstruire, reconstruire. Alors, justement, le phénomène des fake news, il n'est pas nouveau. Les réseaux sociaux aident à la diffusion des fake news. Est-ce que vous ne concentrez pas seulement sur Israël et Emmanuel spécialement, vous faites aussi des sujets sur la France, sur ce qui se passe en France. Quelles sont les limites de cette émission, finalement ? Alors, les limites géographiques n'existent pas. Hein. J'ai fait des sujets sur la France, j'ai fait des sujets sur les États-Unis, sur Trump, j'ai fait des sujets sur la Chine et les essais de changer le narratif historique. Donc, ce sont pas des limites géographiques. Alors, un des critères, c'est est-ce qu'on en parle? C'est-à-dire que si le débat existe uniquement sur Twitter, il n'arrive pas au grand public. Donc, en fait, on va corriger ou remettre les choses en place pour qui? Donc, on essaye vraiment de considérer qu'il faut partir des choses qui ont été dites à la télévision ou au moins diffusées sur les réseaux sociaux à très grande échelle. Donc, ça, c'est un des premiers critères. Et à part ça, c'est tout. On n'a pas une clémence particulière envers certains politiques ou certains partis politiques. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait la réussite de cette émission. C'est qu'on va avoir un sujet très, très, très critique contre Benyamin Netanyahou, à l'époque d'ailleurs où il était encore Premier ministre et encore aujourd'hui. Et puis le lendemain, on va avoir, ou le même jour, un sujet très, très, très critique envers Tamar Zenberg ou la ministre Meretz ou bien, je sais pas, Naftali Bennett ou Yair Lapid. Et c'est ça qui fait que les gens, en fait, apprécient l'émission, c'est que elle fait en sorte réellement de ne pas être influencée par nos opinions politiques, sachant que et c'est ça aussi qui est compliqué dans le travail, nous avons tous des opinions politiques. Nous avons tous des opinions avec lesquelles nous avons grandi, pas forcément politiques, des conceptions sur les gens, sur la vie, sur la société.
Et on ne s'en rend pas toujours compte, mais dans notre travail de journaliste, et vous le savez bien, Mickaël, on est influencé de façon consciente ou non. Et là, pour moi, le défi, c'est d'accepter d'aller à l'encontre de mes opinions ou de mes conceptions, ce qui est beaucoup plus difficile. Les opinions, ça reste des opinions, on les laisse de côté. Mais réussir à identifier une conception, un état d'être qui nous influence, mais parce qu'il fait partie de ce que l'on est, et de réussir à l'identifier et à aller passer outre. Alors, je suis sûre que des fois, on n'y arrive pas, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Alors parfois, Emmanuel, bon, vous avez dévoilé certaines vérités. Alors on a vu que Netanyahou, par exemple, vous citiez Netanyahou ou Bennett, retweet, reposte certains sujets qui leur sont favorables. Évidemment. Alors la droite plus que la gauche, on ne sait pas pourquoi, mais la droite sont très forts pour reprendre les sujets. Ils sont beaucoup plus forts sur les réseaux sociaux. La gauche n'a pas encore. En tout cas, c'est une preuve de la réussite de l'émission, c'est que vous avez en effet réussi à démontrer des fausses informations données par les politiciens de gauche comme de droite, de l'opposition comme de la coalition. Non, Emmanuel, dans votre carrière, je l'ai rappelé au début, vous avez fait une grande enquête sur l'escroquerie du CO2 et parfois vous dévoilez des choses un peu plus compliquées. Est-ce que vous êtes déjà senti en danger, menacé ? Non, non, je ne me sens pas menacée, je ne me sens pas en danger. Et je pense que parce qu'il faut savoir être prudent et rester à sa place. Je ne suis pas enquêtrice, je suis pas, enfin enquêtrice dans le sens policière, hein. Je ne suis pas détective privé, je suis journaliste, donc je vais évidemment à la recherche d'informations. Ça m'arrive de fouiller très loin. Mais surtout ne pas prendre de parti et ne pas avoir un jugement de valeur. En tout cas, évidemment, comme je le disais avant, on a tous nos opinions sur tout et je me forge une opinion aussi sur les sujets que je traite, mais je fais en sorte de laisser aux téléspectateurs ou aux lecteurs la possibilité de se forger son opinion en ne donnant pas de jugement de valeur, mais en donnant des faits concrets quand j'expose mon travail. Par contre, il est vrai que j'ai été suivie à un moment donné ou surveillée, enfin je ne sais pas exactement comment appeler ça, mais mon travail a été regardé de très très près. Je l'ai su après, je l'ai compris aussi un petit peu sur le moment. J'ai fait en sorte de ne pas y penser pour continuer à travailler. Voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas de raison. Parce que souvent, on a l'impression, vous l'avez dit, vous êtes passé chez Guy-Zohar parce que vous avez besoin de faire du vrai journalisme, de faire des enquêtes. Je me souviens, quelques années, vous aviez dévoilé l'identité d'une personne d'un escroc enfui de France qui était apparu sur un plateau de télé-réalité. On a quand même l'impression surtout condamné en France, pas vraiment enfui, mais oui, condamné en France dans l'affaire du CO2, oui, exact. Voilà, et donc parfois on a le sentiment que vous prenez des risques pour dévoiler la vérité. C'est vrai que c'est le travail du journalisme et c'est pas ce que tous les journalistes font. Est-ce que vous avez un regard particulièrement critique sur les médias israéliens ? Écoutez, je pense qu'il y a vraiment des journalistes israéliens qui prennent beaucoup plus de risques que moi, hein, même des journalistes français. Hein. Enfin, c'est pas, je trouve extraordinaire à ce niveau-là. Je pense que les médias israéliens sont limités dans plusieurs choses. Il n'existe que 3 grandes chaînes israéliennes, 3 chaînes de télévision. Économiquement, évidemment, c'est un milieu qui va pas très bien. Donc, ça limite la compétition et les enquêtes. Si on est dans un petit pays avec énormément de monopoles, avec des lobbies très puissants, mais je pense qu'il y a dans notre pays des enquêteurs et des journalistes vraiment extraordinaires, enfin, avec des révélations, évidemment, Raviv Drucker, Gidi Weitz, qui sont des journalistes dont le travail mène et c'est pas eux uniquement, hein, énormément de journalistes mènent à l'ouverture d'enquêtes par la police et des enquêtes qui se retrouvent devant les tribunaux. Donc, qui suis-je pour porter ce genre de jugement des médias israéliens? Je suis très contente. J'ai l'occasion de travailler aussi un petit peu pour les médias français. C'est un exercice un petit peu comme ça de funambule parce que oui, il y a des différences sur les approches déontologiques,
sur le travail. Je vais donner un petit exemple. En France, quand on dit en général dans le journalisme français, on est en off. Quand on parle à quelqu'un, ça veut dire en réalité, on ne sait pas parler. On ne citera pas la personne, ni son nom, ni ce qu'elle nous a dit. En Israël, quand un journaliste dit on est en off, il considère qu'il ne mettra pas le prénom et le nom de famille de la personne à qui il a parlé, mais que c'est citable. C'est citable. Et puis, s'il s'agit je ne sais pas moi, on va donner un exemple, un ambassadeur britannique, il dira un diplomate européen, mais pas de France, voilà. Par exemple. J'exagère un petit peu, mais donc les règles sont différentes, les approches sont différentes, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Bien, merci beaucoup, Emmanuelle, pour ces explications et bonne chance pour la suite de votre carrière avec Guy Zohar et ailleurs. Merci, Emmanuelle. Merci beaucoup, Michael. Merci.